Galilée a toujours refusé l'explication keplérienne des trajectoires. Et lui, il croyait dur comme fer que ces trajectoires étaient circulaires. Ah oui, donc oui. Au début, les ellipses, ça convainquait pas tout le monde, même Galilée, c'est ça? Absolument. Ouais. Ce qu'on voit bien finalement chez tous ces auteurs de Platon à Galilée, c'est qu'il y a vraiment différents niveaux dans leur théorie. Bon, il y a un niveau philosophique, il y a un niveau mathématique, il y a un niveau physique et théologique. Et donc, ces différents niveaux interagissent et on peut très bien avancer à un certain niveau bon, on va peut-être pas dire reculer sur un autre, mais en tout cas modifier les rapports entre les différents niveaux. On voit bien, par exemple, que d'une certaine manière, mathématiquement, Kepler est un peu en avance, mais en même temps, Galilée va beaucoup plus loin dans le domaine physique, etc. Mais on peut aussi dire que du point de vue de la cosmologie de chacun de ces savants, il y a des différences énormes. Je veux dire, la cosmologie chez Kepler, on a quelque chose qui rapproche à un mysticisme du nombre, hein, quelque chose qui est plus proche de l'école de Pythagore. Alors que chez Galilée, on a l'unification du monde. Hein. C'est ça la chose de base, c'est quoi? Une physique qui s'applique aussi bien au mouvement des astres, qu'au mouvement des choses autour de nous, etc. Ouais, justement, c'est une grande unification. Il n'y a plus de spécificité des phénomènes astronomiques d'une certaine manière, non? Tout à fait. Alors que chez les Grecs, bon, les mathématiques s'appliquaient de manière privilégiée aux phénomènes astronomiques, mais pas aux phénomènes autour de nous, qui étaient quand même considérés comme beaucoup plus indéterminés. Tout à fait. Il va détruire le statut spécial du ciel. Ouais. Mais je veux dire, l'aspect théologique des Copernic est quand même fondamental, parce que là, on n'a plus un centre du monde. Hein, et en plus, la taille de l'univers devient immense. Et donc là, on a une nouvelle cosmologie. On a une nouvelle cosmologie, et c'est clair que l'homme n'est plus au centre. Et à ce moment-là, où est le paradis? La révolution initiée par Copernic, Kepler et Galilée, que l'on voit ici lors de son fameux procès, a donc bouleversé l'ordre du ciel et fait perdre à l'homme sa place au centre du monde. Mais elle a offert une belle contrepartie à l'humanité, les fondements de la science moderne. Galilée a laissé de nombreux écrits philosophiques. Encore une fois, c'est la relation du monde et des mathématiques qui est évoquée ici dans ce texte célèbre extrait du Messager. La philosophie est écrite dans ce très grand livre qui se trouve continuellement ouvert devant nos yeux. Je veux parler de l'univers. Mais il ne peut se comprendre si auparavant on n'a pas appris à comprendre la langue et à discerner les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique et les caractères en sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques sans le moyen desquelles il est impossible d'en comprendre humainement aucune parole. Sans eux, on erre vainement dans un labyrinthe obscur. Et donc pour Galilée, notre compréhension du monde passe nécessairement par les mathématiques. Absolument, c'est clairement dit dans le texte. Sans les mathématiques, on ne peut rien comprendre au monde des phénomènes. On peut effectivement comprendre ce texte dans le contexte d'un débat avec des philosophes de son temps, c'est-à-dire ceux qui défendaient la philosophie d'Aristote. Alors, est-ce que Galilée était anti-aristotélicien pour autant? Pas du tout. Mais pour les aristotéliciens, on va les appeler ainsi, ce que faisait Galilée, c'est-à-dire utiliser les mathématiques pour comprendre la nature, n'avait aucun sens, parce que pour eux, c'était deux mondes séparés. Donc ils admettaient que les mathématiques, ça existait, mais c'était une sphère indépendante qui n'avait rien à voir avec le monde réel. Et justement, du moment où ces deux mondes sont indépendants, les mathématiques ne peuvent nous apprendre rien du tout sur le fonctionnement du monde réel. Alors comment est-ce qu'on savait comment fonctionnait le monde réel? On avait la méthode d'Aristote. On avait les quatre éléments, les causes finales des choses, effectivement. Mais ce que c'est de dire Galilée, c'était pas une méthode pour comprendre la nature. Il fallait considérer ces deux mondes comme étant un monde, en fait. Et c'est une façon de dire. De dire que le monde est écrit en mathématiques, c'est une façon de dire cela. Mais quand on lit un livre, il y a plusieurs interprétations possibles.
Alors, si le monde est un livre, comment Galilée fait-il pour l'interpréter de manière juste? Effectivement, il y a plusieurs lectures possibles de ce monde, même écrit en mathématiques. Mais il y a une autre chose dans laquelle croyait fortement aussi Galilée, c'était que le monde part pour lui-même. Le monde part pour lui-même, c'est-à-dire qu'on peut faire des expériences et faire en sorte qu'on peut obliger le monde à parler. Par exemple, la fameuse expérience dont on ne sait pas s'il y avait vraiment lieu de la tour de Pise. Ce qui est effectivement intéressant chez Galilée, c'est qu'il va utiliser, dans une démarche tout à fait consciente, l'expérience pour mettre à l'épreuve ses théories. Et c'est important chez Galilée, on trouve cette idée qu'une théorie valable, une théorie candidate de l'explication d'un phénomène, doit être falsifiable. Pour la démarche aristotélicienne, il n'y a pas de prévision en tant que telle. Donc, en quelque sorte, la démarche aristotélicienne n'est pas falsifiable. Est-ce que vous pourriez expliquer plus précisément ce que vous entendez par falsifiable? Falsifiable, ça voulait dire qu'elle admet la possibilité d'une contradiction par l'expérience. On pourrait prendre l'exemple de la loi de chute de Galilée. Si effectivement on adopte une loi où la vitesse est proportionnelle au carré de la distance, alors là, effectivement, on peut prévoir la vitesse terminale